Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des affaires les plus marquantes et controversées de ces dernières années, celle de Riva Steenkamp. Une histoire d'amour, de rêves brisés et de tragédie qui a captivé le monde entier et bouleversé la vie de nombreuses personnes. Mais au-delà des faits apparents, cette histoire cache des zones d'ombre, des interrogations sans réponse. Qu'est-il arrivé cette nuit-là? Était-ce un simple accident ou quelque chose de bien plus sombre? Restez avec nous car ce qui semble être une histoire tragique pourrait bien cacher des vérités que vous ne soupçonnez même pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Riva Steenkamp et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en s'abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Riva Steenkamp naît le 19 août 1983 à Cape Town en Afrique du Sud. Elle passe son enfance à Port Elizabeth, une ville côtière située dans la province du Cap-Oriental. Issue d'une famille de classe moyenne, elle est élevée dans la foi chrétienne par ses parents, Barry Steenkamp, un entraîneur de chevaux de course, et June Steenkamp. Elle vit également avec deux demi-sœurs issues du précédent mariage de son père. Dès son plus jeune âge, Riva se distingue par son intelligence et sa détermination. Elle fréquente la St. Dominic's Priory School, un établissement catholique privé de Port Elizabeth. Port Elizabeth est une ville portuaire située sur la côte sud-est de l'Afrique du Sud. Connue pour ses plages et son climat agréable, elle est également un centre important pour l'industrie automobile et un point de départ pour explorer les parcs naturels voisins. Son port est l'un des plus actifs du pays tout entier, jouant un rôle clé dans l'économie locale. Pour revenir à Riva, très tôt, cette dernière se passionne pour le droit et la justice, ce qui la pousse très naturellement à entreprendre des études de droit à l'université de Port Elizabeth, devenue plus tard la Nelson Mandela Metropolitan University. Après plusieurs années d'efforts, elle obtient son diplôme en 2005 avec l'objectif de devenir avocate. Parallèlement à ses études, Riva se laisse séduire par le monde du mannequinat. Et ce n'est pas du tout étonnant, cette jeune femme est magnifique et absolument tous les critères pour être mannequin. Dès son adolescence, elle pose pour diverses campagnes publicitaires en Afrique du Sud et au fil du temps, cette carrière prend une place de plus en plus importante dans sa vie. Malgré ses aspirations juridiques, elle devient l'un des visages les plus en vue du pays, multipliant les collaborations avec de grandes marques. Alors, pour poursuivre son rêve de mannequinat, elle décide de s'installer à Johannesburg en 2011. Son parcours témoigne d'une ambition sans faille. Diplômée en droit, elle enchaîne les contrats dans le monde du mannequinat et se forge une solide réputation. Sa notoriété ne cesse de croître, faisant d'elle une figure montante du paysage médiatique sud-africain. Riva devient ainsi présentatrice pour Fashion TV en Afrique du Sud et prête son image à plusieurs grandes marques. Elle fait la couverture du magazine FHM et devient le visage de la célèbre enseigne de cosmétiques Avon. Dans ses pages, FHM la décrit comme une femme à la fois belle, intelligente et chaleureuse, avec un sens de l'humour malicieux. L'agence qui la représente, Capacity Relations, souligne quant à elle son extrême gentillesse, la qualifiant d'ange tombé sur terre. Grâce à son charisme et à son talent, elle se construit une carrière prometteuse. C'est lors d'une cérémonie de remise de prix en Afrique du Sud que Riva Steenkamp et Oscar Pistorius apparaissent ensemble pour la première fois en public. À ce moment-là, elle affirme qu'ils ne sont que de simples amis. Pourtant, quelques mois plus tard seulement, en novembre 2012, leur relation amoureuse devient officielle. Très vite, le couple attire l'attention des médias et fascine l'opinion publique. Ils deviennent rapidement le couple phare du pays, enchaînant les apparitions médiatiques et faisant régulièrement la une des journaux. Dans les mois précédant sa mort, Riva avait partagé sur les réseaux sociaux un collage de photos où figure Oscar Pistorius, décrivant ce dernier comme l'une de ses personnes préférées sur Terre. Peu de temps après, elle a publié un autre message empreint de tendresse qui semblait refléter la force de leur relation. Le seul homme dont vous avez besoin dans votre vie est celui qui prouve qu'il a besoin de vous dans la sienne. Tout laissait donc penser qu'ils avaient tout pour être heureux. Mais avant d'aller plus loin, qui est ce fameux Oscar?
Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est issu d'une famille d'origine britannique, son père étant un homme d'affaires et sa mère une propriétaire d'entreprise. Dès sa naissance, Oscar est confronté malheureusement à des défis majeurs. Il naît sans péroné, l'os qui est essentiel au soutien de la cheville et du mollet, ce qui l'a donc amené à subir une amputation des 2 jambes à l'âge de 11 mois. Dans son enfance, ce dernier fait preuve d'une détermination sans faille. Il pratique divers sports mais se distingue particulièrement dans l'athlétisme où il développe une passion pour la course. En dépit de ses prothèses, il poursuit ses rêves sportifs avec un enthousiasme remarquable, prouvant qu'il pouvait rivaliser avec des athlètes valides. Sa carrière d'athlète a véritablement pris son envol à partir des années 2000. L'homme a connu un immense succès en athlétisme, notamment dans les courses de sprint. En 2004, il remporte sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques d'Athènes dans la catégorie de 200 mètres. Il a ensuite enchaîné les succès, participant par exemple aux championnats mondiaux et remportant plusieurs médailles d'or dans les compétitions paralympiques. L'un des aspects les plus impressionnants de sa carrière a été sa qualification pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres, où il devient le premier athlète amputé à participer à une compétition olympique avec des athlètes valides. Oscar a couru dans le relais 4x400 mètres et a marqué l'histoire par son courage mais également par son audace. Ce dernier a également fait des études en gestion d'entreprise à l'université de Pretoria, bien qu'il ait évidemment plus souvent été reconnu pour ses réalisations sportives que pour ses études. Ce dernier a grandi dans une famille aimante mais marquée par la perte prématurée de sa mère, Sheila, qui malheureusement est décédée en 2002. Riva et Oscar semblent parfaitement assortis, partageant la même ambition et la même quête de réussite. Sur les réseaux sociaux, elle ne cesse d'exprimer son affection, l'appelant affectueusement Mon Bou, publiant des clichés de leurs photos de vacances et de moments complices. Ensemble, ils donnent donc l'image d'un couple épanoui et surtout accompli. Mais comme dans toutes les relations, tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît, et encore moins sur les réseaux. Les investigations révéleront plus tard une série de messages échangés entre eux, dessinant le portrait d'une relation bien plus complexe que ce que les apparences essaient supposer. Derrière leurs sourires et leurs publications enjouées, des tensions émergent. La jalousie, les disputes et les incompréhensions s'installent peu à peu. Dans certains SMS, Riva reproche à Oscar son comportement possessif et autoritaire, laissant entrevoir des difficultés bien plus profondes qu'un simple désaccord de couple. À travers des messages WhatsApp, Riva se confie à lui, exprimant son mal-être de cette manière. « Tu m'as excessivement harcelé. Je fais tout pour te rendre heureux et toi, tu fais tout pour faire des crises de colère. » Mais ce n'est pas tout. Moins de 3 semaines avant le drame, elle envoie un message glaçant qui, avec le recul, prend une toute autre dimension. « J'ai parfois peur de toi, de la façon dont tu me parles et de tes réactions envers moi. » Ces mots dépeignent une réalité plus que troublante, celle d'une femme qui, derrière son sourire éclatant et ses publications enthousiastes sur les réseaux sociaux, ressent finalement une peur croissante au sein de sa propre relation. Pourtant, malgré ces tensions, Riva semble impatiente à l'approche de la Saint-Valentin. Très active sur Twitter, elle s'adresse à ses abonnés avec excitation, partageant sa joie quant à cette fête qui approche. Elle ignore alors que ce 13 février, alors qu'elle met ses petites publications sur Twitter, ce sera la dernière journée de sa vie. Avant même que le soleil ne se lève, Riva Steenkamp ne sera plus de ce monde. Ce soir-là, la jeune femme passe la nuit dans la luxueuse demeure d'Oscar, son petit ami, située dans la communauté sécurisée de Silverwoods Country Estate, à une 50aine de kilomètres au nord de Johannesburg. Ces dernières heures restent malheureusement floues et une seule personne peut réellement témoigner de ce qu'il s'est passé. Mais bon, en attendant, voici ce que nous savons. Aux premières heures du matin du 14 février 2013, vers 3h20, Oscar passe plusieurs appels téléphoniques dans un état d'urgence évident. Il contacte d'abord son voisin, puis les services d'ambulance, avant d'alerter l'équipe de sécurité du domaine. Son message est clair. Un drame vient de se produire, Riva a été touché par balle. Peu de temps après, il soulève son corps inerte du sol de la salle de bain, où 3 projectiles l'ont atteint,
et la porte en bas près de l'entrée. Un voisin, alerté par les appels à l'aide, arrive en quelques instants. Il découvre Oscar tentant désespérément de réanimer sa petite amie en lui faisant des massages cardiaques ou encore du bouche à bouche. Riva respire encore difficilement et un gargouillement à peine perceptible se fait entendre. Dans l'urgence, ils improvisent un garrot sur son bras, espérant contenir l'hémorragie provoquée par l'une des blessures par balle. Un autre voisin, Johan Stipp, qui se trouve être un médecin, rejoint rapidement la scène. Il tente d'ouvrir ses voies respiratoires en effectuant une manœuvre de la mâchoire. Mais malheureusement, il est trop tard, Riva ne respire plus. Son pouls est inexistant, elle est décédée sur place. Lorsque les secours et la police arrivent sur la scène du drame, ils trouvent son corps étendu juste derrière la porte d'entrée. Oscar, son petit ami, torse nu et couvert de sang. Il lui demande de se déplacer vers la cuisine pour laisser les médecins intervenir, tout en lui posant quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'est passé. En retour, l'homme formule une requête étrange. « Puis-je me laver les mains ? L'odeur me donne la nausée. » Et rapidement, les enquêteurs réalisent que la véritable scène du crime se situe à l'étage, dans la salle de bain attenante à la chambre principale. En inspectant, ils découvrent la porte fracassée, percée de plusieurs impacts de balles, brisée sous l'effet d'un objet lourd. Sur le sol, une batte de cricket ensanglantée. L'agresseur l'aurait utilisée pour défoncer la porte après avoir constaté qu'elle était verrouillée de l'intérieur. À proximité, l'arme du crime est bien visible, un pistolet de 9 mm. Face aux enquêteurs, Oscar affirme qu'il s'agit d'un accident tragique. Selon lui, tout aurait commencé la veille au soir. Vers 22h, il se couche aux côtés de sa petite amie, Riva. La climatisation étant hors service, il place deux ventilateurs près de la porte-fenêtre du balcon, espérant rafraîchir un petit peu la pièce. Cette nuit-là, à cause d'une douleur persistante à l'épaule, il dort du côté gauche du lit, contrairement à son habitude. Près de lui, sur le sol, repose son iPad et ses prothèses. De l'autre côté, les affaires de Riva sont dispersées. Son sac à main, ses sandales, un petit peu d'affaires partout. Il explique s'être réveillé vers 3h du matin, la chaleur et l'humidité le tenant éveillé. Riva, également réveillé, lui aurait alors demandé d'une voix douce s'il était bien réveillé. Ça fait beaucoup de répétitions, mais là, dans les médias, je n'ai pas de synonyme pour ce mot. Oscar se lève du lit, laissant ses prothèses derrière lui, déplace ses ventilateurs à l'intérieur pour rafraîchir la pièce, puis tire les rideaux afin de bloquer la mince bande de lumière qui s'infiltre. C'est à ce moment-là qu'il entend un bruit provenant de la salle de bain. Selon lui, il s'agit d'une fenêtre qui s'ouvre. Immédiatement, il pense à un intrus. Peut-être que quelqu'un utilisait une échelle pour accéder à l'étage. Toujours sur ses jambes qui sont coupées, ses moignons, Oscar retourne précipitamment vers son lit et saisit son arme, un pistolet 9 mm qu'il garde toujours sous son matelas. Il chuchote à Riva de contacter la police, puis se déplace dans le couloir, le dos plaqué contre le mur pour mieux garder son équilibre. Il affirme alors avoir sommé l'intrus de sortir avant de crier à nouveau à Riva d'appeler les secours. D'après ses dires, l'absence de ses prothèses le rend particulièrement vulnérable face à une menace potentielle. Il croit entendre la porte de la salle de bain s'ouvrir légèrement. Alors pris de panique, il tire à 4 reprises en direction de la porte. Après avoir vidé son chargeur, il recule lentement vers la chambre, son arme toujours braquée sur la salle de bain, s'attendant à tout moment à voir un agresseur surgir. Lorsqu'il saute sur le lit, il cherche Riva à tâtons, persuadé qu'elle est encore couchée. Mais malheureusement, elle n'est pas là. D'abord, il pense qu'elle s'est cachée sous le lit, ou encore derrière les rideaux. Pourtant, en scrutant la pièce entièrement, il réalise qu'elle est introuvable. Soudain, il se met alors à penser « Et si c'était elle qui était dans la salle de bain ?» Il s'approche de la porte et tente de l'ouvrir, mais elle est fermée à clé. L'angoisse monte, il retourne alors dans la chambre, enfile ses prothèses, ouvre les rideaux et hurle à l'aide. Mais il sait qu'il doit agir vite. Il fonce alors vers la salle de bain et tente d'enfoncer la porte à coups d'épaule. Rien n'y fait. De ce fait, il attrape une batte de cricket et frappe à plusieurs reprises jusqu'à percer un trou dans le bois. Heureusement, ça fonctionne. Il parvient à déverrouiller la porte. Mais malheureusement, ce qu'il découvre le glace d'effroi. Riva est effondrée sur les toilettes et malheureusement, elle est dans un piteux état. Il se précipite vers elle, hurle son nom, tente de la réveiller. En panique, il court récupérer son téléphone posé sur le lit avant de retourner à ses côtés et d'appeler à l'aide. Selon sa version, il maintient qu'un intrus est entré dans la maison dans la salle de bain cette nuit-là
mais que les circonstances ont fait qu'il s'est trompé de cible. Mais l'histoire qu'Oscar raconte ne convainc absolument pas les enquêteurs. Cette nuit-là, il n'y avait que lui et Riva dans la maison. Aucun signe d'effraction, aucun mouvement suspect sur les caméras de surveillance. Rien n'indique qu'un cambrioleur ait pu pénétrer à l'intérieur, encore moins par cette fameuse fenêtre. Dès le lendemain, la police l'accuse du meurtre de Riva Steenkamp. Et s'il l'accuse de son meurtre, ce n'est pas non plus pour rien. Car Oscar Pistorius, bien qu'acclamé pour son parcours olympique, qui est incroyable, ça on ne peut pas le cacher, il n'en demeure pas moins connu des autorités pour des antécédents de violence. Ce n'est malheureusement pas la première fois que la police intervient à son domicile pour un incident impliquant une femme. En 2009, il avait été accusé d'agression après qu'une invitée à une soirée avait signalé avoir été frappée par lui. À l'époque, il s'en était sorti avec un simple avertissement. Mais cette fois, la situation est bien différente. En 2014, Oscar se retrouve face à la justice. Son procès capte immédiatement l'attention du monde entier. Un athlète de renom, une nuit tragique et une audience scrutée par les médias du globe. L'affaire fascine autant qu'elle ne choque. Le Blade Runner, autrefois symbole de dépassement de soi et d'exploits sportifs, se tient désormais dans le box des accusés, inculpés de meurtre. Le 3 mars 2014 marque le début de son procès, qui durera 7 mois. Des millions de téléspectateurs suivent en direct les audiences où se joue le destin du champion paralympique. Sa défense repose sur un argument aussi simple que troublant. Persuadé que sa compagne, Riva Steenkamp, était un intrus, il a ouvert le feu pour se protéger. Ce n'est qu'après avoir fracassé la porte qu'il a réalisé son erreur, mais à ce moment-là, il était déjà bien trop tard. Pourtant, l'accusation présente une toute autre version des faits. Dès les premières audiences, les procureurs s'attaquent aux incohérences de son récit. S'il croyait vraiment à la présence d'un cambrioleur, pourquoi n'a-t-il pas d'abord vérifié où était Riva ? Après tout, elle se trouvait sous le même toit que lui. Il affirme avoir agi dans la panique, craignant pour sa propre vie, mais avant d'attraper son arme, il est quand même passé devant le côté du lit où dormait Riva. Ses affaires personnelles étaient éparpillées au sol, et pourtant, au lieu de chercher à la protéger, il s'est dirigé directement vers la salle de bain. S'il était en proie à une telle terreur, comme il le dit, pourquoi n'a-t-il pas instinctivement cherché à protéger la femme qu'il aimait, qui se trouvait à quelques mètres seulement ? Pour les procureurs, l'histoire de l'intrus relève purement et simplement de la fiction. Ils avancent alors une autre hypothèse. Une dispute a éclaté entre Oscar et Riva dans la même soirée. Selon eux, la tension est montée et la jeune femme s'est réfugiée dans la salle de bain, s'y enfermant par peur. Des témoins viennent d'ailleurs appuyer cette version. Des voisins affirment qu'aux alentours de 3 heures du matin, ils ont entendu des cris et des hurlements en provenance de la maison d'Oscar, suivis de plusieurs détonations. L'accusation soutient que ces éléments prouvent qu'une altercation a eu lieu avant la fusillade. Et encore une fois, le fait d'avoir entendu des bruits à 3 heures du matin, 20 minutes avant les premiers appels d'Oscar, prouve bien qu'il y a eu une dispute cette nuit-là, une altercation quelconque, et que ça n'a absolument rien à voir avec la version des faits de Oscar, qui prétend qu'il y a eu prétendument des cambrioleurs qui sont venus chez lui, et que, en voulant tirer sur l'un d'eux, il a tiré sur sa femme. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu des cris ? Lorsque les enquêteurs ont découvert le corps de Riva, rappelez-vous qu'elle a été descendue par Oscar lui-même en bas, près de la porte d'entrée. Mais selon son récit à lui, lorsqu'il l'a amenée en bas, avant ça, il l'a portée et elle était aux toilettes, accroupie près des toilettes, derrière la porte verrouillée. Mais la jeune femme a été abattue alors qu'elle portait encore son short, un détail qui suggère aux policiers qu'elle ne se trouvait pas du tout dans la salle de bain pour utiliser les toilettes, mais qu'au contraire, elle était simplement en train de se cacher. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'a alors rien d'un accident. Oscar Pistorius ne s'est pas contenté de tirer une fois. Il a fait feu à 4 reprises à travers la porte de la salle de bain. Les balles utilisées étaient des munitions à pointe creuse, conçues pour infliger des blessures maximales. L'accusation ne laisse donc planer aucun doute. Oscar n'a pas tiré par erreur ni par peur, mais par rage et par désespoir. Des messages échangés entre lui et Riva viennent d'ailleurs renforcer cette thèse. Leur relation, bien loin de l'image du couple idéal, est marquée par des accès de jalousie, des tensions et des comportements plus que toxiques.
Les experts balistiques confirment d'ailleurs que les balles utilisées par l'homme sont faites pour se déformer à l'impact, causant des lésions internes irréversibles. Pourquoi quelqu'un garderait-il une arme chargée avec ce type de munitions sous son lit? Une chose est certaine, cette nuit-là, Riva n'avait aucune chance de survivre face à son petit ami. L'avocat de la défense d'Oscar s'emploie à réfuter l'hypothèse d'une dispute ayant précédé le drame. Selon lui, les cris entendus par les voisins ne sont pas ceux d'une querelle, mais bien ceux d'un homme anéanti réalisant avec horreur qu'il vient d'abattre sa compagne par erreur. Des témoins viennent appuyer cette version, puisque peu de temps après la fusillade, en arrivant sur place, ils ont découvert Oscar en larmes, hurlant sur le corps de Riva, secoué par le désespoir et la colère face à l'ampleur de la tragédie. Mais un détail, en apparence anodin, s'apprête à bouleverser le procès. Oscar Pistorius portait-il ses prothèses au moment des tirs? Pour l'accusation, la réponse à cette question change absolument tout. Ils avancent qu'Oscar, pris de panique, n'aurait pas eu le temps d'enfiler ses prothèses avant d'ouvrir le feu. Ce détail implique que s'il a pris le temps de les mettre, alors son acte n'a rien d'un réflexe instinctif, mais relève d'une décision préméditée. Selon les procureurs, Oscar Pistorius n'a absolument pas réagi dans un élan de panique. Il s'était préparé à tirer. La défense, elle, s'accroche à un élément clé, l'angle des impacts de balles dans la porte de la salle de bain. Les experts présents au tribunal ont analysé ces traces avec minutie. Selon leur conclusion, les tirs ont été effectués depuis une position basse, suggérant qu'Oscar était effectivement sur ses moignons au moment de la fusillade. Il n'aurait donc pas eu le temps d'enfiler ses prothèses, renforçant ainsi l'idée qu'il a agi sous l'effet de la peur et non après une quelconque réflexion. Ce débat autour des prothèses devient un véritable champ de bataille judiciaire. Pour frapper les esprits et appuyer leur argumentation, les avocats de Oscar vont jusqu'à lui demander de marcher dans la salle d'audience sans ses prothèses. You can maybe just stand on my side where I can see when they're talking. Respect for the Appeal Court of Appeals finding. I absolutely respect it. But we're dealing with sentence. We have to see rationality now in the context of sentence. And what we have, and these facts can be tested. Just hold on to this. Le but, montrer à quel point il est vulnérable sans elle. Face au jury, Oscar avance difficilement, son équilibre précaire accentuant sa fragilité. L'image, elle est forte, celle d'un homme en position d'infériorité physique, submergé par la peur face à une menace perçue. La défense cherche à convaincre que, dans cette situation de détresse, il a pu en effet réagir de manière excessive, persuadé de devoir protéger Riva lui-même. Lorsqu'il prend la parole, Oscar insiste sur cette version des faits. Pour lui, il n'a pas tiré pour tuer sa petite amie, mais pour la défendre. Dans son esprit, il croyait faire face à un intrus, et à cet instant, il n'a pas vu la porte de la salle de bain, il a seulement vu un danger. Et pour expliquer cette réaction extrême, il évoque un épisode de son passé. En 2009, il a frôlé la mort dans un accident de bateau. Cet événement l'a laissé avec une peur viscérale de perdre la vie, une peur qui l'a hanté pendant des années. Selon lui, cette angoisse ancrée dans son subconscient pour expliquer pourquoi, cette nuit-là, il a réagi avec une telle brutalité face à ce qu'il croyait être une menace mortelle. Mais cette peur, affirme Oscar, ne vient pas seulement de son accident de bateau, elle est bien plus profonde. Elle s'est nourrie d'un autre épisode, encore plus brutal. Il raconte une nuit où, alors qu'il conduisait sur une autoroute en Afrique du Sud, il a été pris pour cible d'un acte d'une violence inouïe. Un acte aveugle qui aurait pu lui coûter la vie. Et cet événement n'était clairement pas isolé. Dans le box des accusés, Oscar insiste sur la violence omniprésente dans son existence. De nombreux membres de ma famille ont été victimes de cambriolages et d'agressions. Il décrit les traumatismes vécus par ses proches,
notamment son père qui a été kidnappé à 2 reprises lorsqu'Oscar était enfant. Son monde a toujours été façonné par l'insécurité, et il est vrai que l'Afrique du Sud n'est pas réputée pour être un endroit ultra sécurisé. La peur d'être attaqué, la peur d'être impuissant, la peur de ne pas pouvoir protéger ceux qui l'aiment, bref, toutes ces peurs faisaient que potentiellement l'homme avait bel et bien pu agir simplement parce qu'il était pris de panique. Mais cette peur justifie-t-elle ce qui s'est passé cette nuit-là? Le tribunal reste alors partagé. Le 12 septembre 2014, le verdict tombe enfin. Oscar Pistorius échappe à la condamnation pour meurtre prémédité. Il est également déclaré non coupable de meurtre au second degré. Sa peine a été relativement courte puisqu'il n'a pris que 5 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 10 mois après son incarcération, Oscar demande une libération conditionnelle. Oui, seulement 10 mois après. Une décision, vous en doutez, qui choque l'opinion publique et provoque une vague d'indignation. De ce fait, son dossier a été bloqué pendant un temps. Finalement, après 1 an derrière les barreaux, il est autorisé à purger le reste de sa peine en résidant surveillé dans la luxueuse demeure de son oncle. Mais il ne s'y attarde pas longtemps. 1 an plus tard, nouveau coup de théâtre. La Cour suprême d'appel revient sur la décision initiale. Le jugement pour homicide coupable est finalement annulé. Et cette fois, Oscar Pistorius est reconnu coupable de meurtre. Alors pourquoi? Simplement parce que selon les juges, tirer 4 balles à travers une porte fermée ne pouvait pas être un accident. Il aurait dû savoir qu'en appuyant sur la détente, il risquait de tuer quelqu'un. L'accusation a réclamé une peine de 15 ans de prison pour Oscar, accusé cette fois-ci de meurtre. Pourtant, il est renvoyé en détention pour seulement 6 ans, soit moins de la moitié de cette peine. Toutefois, la Cour suprême d'appel reviendrait sur cette décision, doublant plus tard sa condamnation à 13 ans et 5 mois de prison. Après avoir été envoyé dans une prison à sécurité maximale, où il serait détenu parmi les criminels les plus dangereux d'Afrique du Sud, il est transféré par la suite dans un établissement à faible risque. Initialement, Oscar devait demander sa libération conditionnelle en 2023, mais celle-ci lui est refusée. Ce n'est qu'en 2024, après avoir purgé 9 ans de sa peine de 13 ans de prison, qu'il obtient la liberté et est libéré le 4 janvier 2024. La perte tragique de Riva Steenkamp, une jeune femme promise à un avenir brillant, reste suspendue dans l'air. Sa vie a été brutalement écourtée et son histoire, celle d'une jeune femme remplie d'amour, d'ambition et de rêves de succès, a été éclipsée par la violence et des interrogations restées sans réponse. Pour Oscar Pistorius, autrefois vu comme un symbole de triomphe face à l'adversité, la nuit du 14 février 2013 a marqué un tournant décisif dans sa vie. Ce moment fatidique a plongé sa vie dans une spirale qui bouleversera son héritage à jamais. Alors, était-ce un accident tragique, une erreur de jugement, ou bien quelque chose de plus sinistre? Les événements entourant cette affaire, les drames qui se sont déroulés dans la salle d'audience et les témoignages contradictoires ont créé plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, alors qu'Oscar a retrouvé sa liberté, la mémoire de Riva persiste comme le symbole d'une vie enlevée trop tôt. Une vie qui a peut-être été fauchée par la main de celui qui, un jour, avait juré de l'aimer. En fin de compte, la vérité complète pourrait rester inaccessible et ce, jusque la fin. Cependant, une certitude demeure. Le 14 février 2013 restera à jamais marqué par la tragédie, un jour où l'amour s'est transformé en violence et où la justice, pour certains, semble toujours inachevée. Mais avant de clôturer cette vidéo, évidemment, je vais vous demander de me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Oscar a assassiné sa femme de son plein gré ou si c'était, comme il le dit, un simple accident? Personnellement, quoi qu'il arrive, je considère qu'il méritait pleinement la prison puisque d'une part, ce n'est pas la légitime défense, il n'était absolument pas en danger, la porte était fermée, ça pouvait autant être un oiseau qu'un cambrioleur que sa femme dans cette salle de bain et t'es censé prendre plus de précautions. Pourquoi il n'a pas réagi lorsque sa femme ne lui a pas répondu? Il a crié plus d'une fois à sa copine de se mettre en sécurité, d'appeler les urgences, mais celle-ci n'a jamais répondu. Au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions. En plus de ça, tu ne tires pas juste parce que tu entends des bruits dans ta salle de bain. Enfin, tu ne fais pas ça parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Et dans tous les cas, tu peux tuer une personne. Tu ne tires qu'en cas de légitime défense où c'est vraiment ta vie qui est en danger. Là, sa vie n'était pas en danger. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il mérite amplement une peine de prison. Je trouve que 13 ans pour un homicide involontaire, c'est plutôt
pas mal. Après, auquel cas, c'est vraiment un crime où il l'a tué de sang-froid suite à une dispute. Il méritait beaucoup plus de temps derrière les barreaux. Et malheureusement, vu certains témoignages comme quoi il s'était disputé avant, qu'ils ont entendu des cris à 3 h du matin, je pense personnellement qu'il l'a tué par jalousie ou suite à une dispute, peu importe, mais que c'était un crime volontaire et non un crime pris de panique comme il ose le prétendre face au tribunal. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like ou en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous pour le visionnage et à très vite. Bonne soirée. Ciao.